Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et pour le face-à-face du jour, nous recevons aujourd'hui Christophe Busset. Bonjour. Brusset. Oui. Ouais. Bonjour donc, Bonjour. Ingénieur agroalimentaire de formation. Oui. Vous avez été également dirigeant au sein de groupes internationaux de l'agroalimentaire et vous publiez aujourd'hui La Malbouffe contre-attaque. Comment les industriels continuent de vous faire avaler n'importe quoi aux éditions Flammarion. Bienvenue. Merci. Alors moi je dirais, Christophe Brusset, que ce qu'on vous a reproché est pour moi tout à fait un avantage. On vous a dit, mais comment vous avez travaillé vous-même pour la malbouffe et pour le junk food? Vous avez été effectivement dans des compagnies et sociétés agroalimentaires. Et comment vous osez maintenant critiquer, vous cracher dans la soupe? Eh ben, je vais vous dire, je suis comme vous, quand la soupe est mauvaise, il ne faut pas hésiter à cracher dedans. Et vous le faites avec beaucoup de talent, je dois dire. Parce que vous racontez effectivement la malbouffe. Je rappelle que la malbouffe, quand même, une expression, rendons à César ce qui était à Joël de Rolnay, qui avait écrit il y a, je crois, 30 ans. En 76. Oui, voilà, il y a après la malbouffe, justement. La malbouffe, etc. Et effectivement, on se disait la malbouffe, maintenant, avec le bio, avec tout ça, c'est fini, ou en tout cas, c'est en régression. Et votre livre, très intéressant, très documenté, montre que c'est pas du tout le cas. Alors en fait, est-ce que ça continue comme avant, c'est-à-dire profit? Alors on a beaucoup plus, on en parle beaucoup plus. Faites attention, mangez avec modération. Vous savez les fruits, les légumes, les 5 fois par jour, etc. Mais au-delà de la doxa et au-delà du discours, et que quand même les choses se sont quand même améliorées, non ? On a quand même effectivement des améliorations, mais qui se font sous la pression. C'est-à-dire, par exemple, si on prend l'exemple des applications téléphone type Yuka, on a beaucoup d'industriels qui changent leur formulation pour avoir une meilleure évaluation et donc pour être mieux perçus par les consommateurs. Donc effectivement, sous la pression des applications, des pouvoirs publics aussi, quelquefois, notamment avec l'application des taxes soda ou de certaines interdictions, on a des changements de formulation, des produits qui sont améliorés. Donc c'est effectivement le côté positif. Alors justement, mais en fait, dans votre livre, vraiment, ce que vous parlez justement de la santé, vous parlez de la pauvreté. Oui. C'est étonnant quand vous dites il y a beaucoup d'obèses parmi les gens pauvres, enfin les gens à très faibles revenus, etc. Vous parlez évidemment, on se rappelle de l'extraordinaire scandale du lasagne de cheval. On disait que c'était du bœuf et c'était du cheval, c'est vrai. Oui. Est-ce que et vous dites au fond, et on va essayer de parler non pas de tout ça. Il faut lire le livre. Hein, je vous le recommande, auditeur de Sud Radio, parce que il y a tout là-dedans, et puis vous savez, hein, vous êtes ce que vous mangez. Hein. You are what you eat, disent les Américains, et c'est vrai, vous êtes ce que vous mangez. Alors actuellement, du point de vue de la production, etc., parce que ce qui est quand même incroyable, c'est que le hamburger et tout ça, ça marche du tonnerre de Dieu. Les fast-food, oui, ça... le hamburger, les sodas, les frites, enfin tout ce qui est gras, salé, sucré, parce qu'on est programmé pour aimer ça. Hein, le sucre, c'est l'énergie de l'organisme, le gras, on en a besoin aussi. Donc, on adore ces aliments. Par chance, pour les industriels, c'est les ingrédients les moins chers. Donc c'est très profitable de faire des produits gras, salés, sucrés, on s'en prive pas. Et c'est vrai que malheureusement, au niveau santé, on n'a pas été habitué depuis des millénaires à recevoir autant de calories dans des aliments aussi concentrés au niveau énergie. Et si on doit étendre la malbouffe, c'est non seulement les aliments qui sont déséquilibrés, mais c'est aussi des aliments qui contiennent des substances qui ne devraient pas y être, hein, tout ce qui est des additifs, auxiliaires technologiques. Alors, on nous dit souvent que c'est des produits sans danger, évalués, etc. Et on sait que les produits évalués sans danger, comme on pourrait parler des vaccins aussi, sont en réalité souvent plus toxiques que ce qu'on pense. Par exemple, le dioxyde de titane, qui a été sans danger pendant des dizaines d'années, vient d'être interdit. Donc on sait aujourd'hui que... Alors il était dans quoi, le dioxyde de titane? C'était un colorant blanc. Donc dès que vous aviez un bonbon de couleur blanche, un bonbon à la menthe, un petit... Il était partout, dans les bonbons. Dans tous les bonbons, beaucoup dans les confiseries. D'accord. C'était le colorant blanc par excellence. Et même les peintures blanches, donc les peintures de mur, contiennent du dioxyde de titane. Et là, c'est interdit. C'est interdit parce que... Pourquoi? On a découvert quoi? Parce que ça contenait des nanoparticules, donc qui pouvaient passer les barrières physiologiques et polluer l'organisme. D'accord. Et ça, au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de choses comme ça, où il y a les additifs, etc. Bien sûr. Dont il faut, et vous le dites en fin de livre, comment effectivement faire attention, et c'est de très bons conseils. Et le dernier dont on a parlé, ce qui a fait l'actualité il y a quelques mois, c'était les nitrates et nitrites dans les charcuteries. Il y a eu une grande bataille, et notamment des procès qui ont été engagés contre Yuka
par des syndicats des charcutiers. Puisque l'OMS, le CIRC, donc le Centre international de recherche contre le cancer, a classé la viande transformée, donc transformée en salaison, pour résumer les charcuteries, comme cancérogènes certains. C'est-à-dire catégorie 1, comme cancérogènes certains, et les nitrates-nitrites comme cancérogènes probables. Donc ça a été reconnu par l'ANSES en France en juillet dernier, et les autorités recommandent dorénavant de limiter la consommation de charcuterie et incitent les industriels à réduire la quantité de nitrite utilisée. Ce qui est parfaitement possible, puisque aujourd'hui, le jambon de Parme, par exemple, est fabriqué sans nitrite. Ah oui, donc c'est possible pour le reste. C'est possible, mais ça coûte beaucoup plus cher. Mais ça coûte beaucoup plus cher. Alors, à votre avis, alors justement, parce que vous en parlez aussi, vont-ils se conformer ou cherchent-ils à contourner les grands de l'agroalimentaire? Les grands de l'agroalimentaire, et surtout ceux qui font de la malbouffe, ceux qui en font le plus, ont intérêt au statu quo. Donc, leur politique, c'est... Officiellement, on protège le consommateur, on met tout en place pour améliorer nos produits, pour faire des aliments sûrs, sains, etc. Donc ça, c'est la façade. En réalité, on fait tout ce qu'on peut pour bloquer le Nutri-Score, les avancées, les réglementations, l'interdiction de la publicité pour les enfants. Enfin, tout ce qu'ils peuvent faire par les lobbies, en infiltrant tout ce qui est les commissions qui décident, les comités d'experts, etc. Tout est fait pour que rien ne change. C'est ça, oui. Alors, justement... Vous en parlez dans votre livre, vous parlez d'ailleurs d'un peu de toutes les dimensions. Le poids du lobbying, le poids des lobbying et le poids des groupes de pression. Il est énorme. Il est énorme. Et quand j'ai écrit ce livre, en fait, ça faisait écho à mon premier livre en 2015. J'avais fait un livre en 2015, pas pour cracher dans la soupe, mais pour dire, voilà, il y a des problèmes dans l'alimentaire. Que ceux qui Vous êtes fous d'avaler ça. Exact. Il a fait beaucoup de ça avait fait un tsunami dans le domaine agroalimentaire. C'était allé au-delà de ce que... insulté par vos anciens collègues. Enfin, insulté. En tout cas, j'ai perdu beaucoup d'anciens collègues. J'ai même eu des communiqués incendiaires et très insultants de l'ANIA, par exemple, le syndicat des industriels, qui m'avait qualifié de fraudeur un jour, fraudeur toujours. Donc vous voyez un petit peu, en omettant que quand même, si j'avais participé à des fraudes, c'était contraint et forcé par mes employeurs. Mais ça, bien sûr, on n'en parle pas. Alors pour revenir, au lobbying. En fait, oui, le lobbying est partout. Très bien organisé, très puissant, avec beaucoup de moyens, puisqu'on sait qu'à Bruxelles, on a quasiment 40 000 lobbyistes. Il y a plus de lobbyistes à Bruxelles que de fonctionnaires européens. C'est là que tout se passe aujourd'hui. C'est vrai. Et pour tous les domaines. Exactement. Que ce soit la santé, etc. Et le lobby, ça veut dire infiltrer les comités de décision, influencer les politiques, mais pas seulement. Ça veut dire aussi influencer et faire progresser des scientifiques dans les universités, payer des études. Payer des études aux scientifiques. Bien sûr, parce que les scientifiques, pour réaliser une étude, il lui faut des moyens. C'est normal. Donc voilà. Donc nous, industriels, on est très contents de financer ces études. Bien sûr. Donc, et après, ils vont quand même renvoyer renvoyer l'ascenseur. Mais c'est exactement exactement le but. C'est entre nous, on en discute. Enfin, quand j'étais dans l'industrie, on en parlait. On dit voilà, on va financer tel professeur sur telle étude parce qu'on sait qu'il risque d'être promu à tel comité de décision européen sur les produits vétérinaires, par exemple. Donc, et il va venir en parler à la télévision en disant que c'est très bien. Enfin, oui, à la télévision ou même dans les comités officiels. Quand il faudra évaluer des additifs, par exemple, quelqu'un qui va devoir évaluer nos additifs, si on lui a financé un colloque ou autre, ou une étude, il sera plus enclin à nous soutenir. On va en parler tout de suite avec les auditeurs et avec vous, Christophe Brusset, après ceci. Oui, et on attend vos réactions, vos témoignages sur tous les sujets qu'on a traités aujourd'hui, notamment la révélation de Pfizer hier au Parlement européen. Ils n'auraient pas testé l'efficacité de leur vaccin contre la transmission avant leur mise en marché. Également SOS Éducation, association défense des enfants, qui se dit victime d'une tentative de mise à mort par le gouvernement. Et bien sûr, notre invité, Christophe Brusset, et son livre sur la malbouffe contre-attaque. À tout de suite, 0826 300 300. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et avec Christophe Brusset, lui aussi dans tous ses états, ingénieur biologie spécialisé dans l'agroalimentaire. Et effectivement, comment les industriels continuent de vous faire avaler n'importe quoi. La malbouffe est là, elle est toujours là. Évidemment, on la combat, et heureusement, mais le combat n'est pas gagné, loin de là. Alors justement, est-ce qu'il n'y a pas quand même, ça continue, c'est drôle, on les abreuvé, alors vous dites comment les lobbyistes, effectivement, et puis il y a une puissance de côté. Est-ce que les gens, à votre avis, Christophe Brusset, continuent d'être mal informés, désinformés peut-être, mais mal informés surtout?
Non, effectivement, c'est une bonne question. Je me la suis posée aussi pendant les 2 ans d'enquête pour écrire ce livre. Et j'ai trouvé des études américaines intéressantes qui, justement, se posaient la question de savoir pourquoi donc, les plus pauvres étaient les plus gros acheteurs de malbouffe. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait plusieurs phénomènes. Donc, une chose évidente, c'est vrai que quand on n'a pas les moyens, on achète ce qui est le moins cher et ce qui rassasie le plus. Donc, on se tourne naturellement vers la malbouffe. Et aussi le fait que des classes populaires devaient constamment dire non à leurs enfants, par exemple. C'est-à-dire le dernier iPhone, la dernière basket à la mode, les vacances au ski, etc. Tout ça, c'est pas possible quand vous êtes pauvre. Donc vous dites non en permanence à vos enfants. Par contre, au supermarché, quand vos enfants, influencés par les publicités sympas des fabricants de soda, vous demandent 1 litre de cola, c'est une des rares occasions où vous pouvez lui dire oui. Bien sûr. Vous savez que c'est malsain, vous savez que c'est pas idéal, mais vous cédez parce que c'est ce qu'on appelle un bénéfice émotionnel. Et ça, c'est une étude américaine qui était extrêmement intéressante et à mon avis très vraie. C'est une bénéfice émotionnel. Un bénéfice émotionnel. Oui, parce qu'on ne peut pas dire non tout le temps à son gosse. C'est ça, c'est extrêmement frustrant. Et le jour où il vous réclame un peu de coca, vous dites bon, bah écoutez, ok, voilà, une fois de temps en temps. Et malheureusement, c'est les seules opportunités qui vous restent. Et c'est vrai, ça c'est vrai pour les. Mais alors de façon plus générale, même dans les classes moyennes et compagnie, est-ce que vous trouvez que les gens aujourd'hui, on est quand même en 2022, je ne parle pas seulement de la France, sont informés comme ils devraient l'être ou pas assez? Je pense que les gens sont informés. Maintenant, l'information est partout. On a même le programme national nutrition et santé qui est fait par l'État et qui est bien fait. Je dois reconnaître que l'information y est, donc il est communiqué. Mon épouse est enseignante et aussi à l'école, ils ont des programmes de formation à la nourriture. Donc, je pense que l'information, elle est faite. Vous voyez, il y a des livres comme moi, des émissions. Enfin, je ne suis pas le seul à en parler. On est nombreux. L'épidémie d'obésité, de malbouffe, etc., de diabète, tout ça, elle commence à être connue. Il y a d'autres livres intéressants qui parent de diabète, de la maladie de Nash, etc. Donc oui, ça commence à être connu. Mais il y a aussi le fait que la malbouffe, c'est aussi quelquefois, c'est un antidépresseur. Vous n'êtes pas bien, vous faites une petite barre chocolatée, une petite glace. Vous voyez, c'est un petit peu la douceur. Il y a aussi l'image de la nourriture. Je stresse, je fume et je fume. Enfin, c'est un peu ça. On sait que c'est nocif, mais bon, on n'est pas très bien. On est confiné, on s'ennuie, on est devant la télé. On va peut-être pas se faire une salade avec un filet de citron, mais bon, on va sortir une glace du congélateur. Donc il y a aussi cette image de la nourriture à changer. Et puis, on n'a peut-être pas encore complètement réalisé à quel point c'est nocif. On n'a pas encore réalisé. En France, il y a 1 million. Qu'est-ce qui est le plus nocif aujourd'hui, Christophe Broussais? Si je devais citer un produit, je dirais le sirop de fructose. Le sirop de fructose, il est partout. Il est dans les sodas, il est dans les produits sucrés, il est même dans les produits transformés, dans des lasagnes vous allez en trouver, dans des hachis parmentiers vous en trouverez. Parce que le sirop de fructose est un sucre qui est très mal toléré par l'organisme. Le foie doit le transformer en glucose, puisque le glucose c'est l'énergie de l'organisme. Et donc, l'organisme n'est pas du tout habitué à avoir de grosses doses de fructose. Et c'est l'apport de fructose en excès qui favorise le diabète de type 2 et ensuite les problèmes de Nash. Donc si vous regardez, si vous lisez le très très bon livre du docteur Dominique Lannes, qui a écrit Nash, la maladie de la malbouffe, ou Nash, la maladie du soda, tout est dit. Et oui. Alors justement, parlons un peu, parce que vous êtes un lanceur d'alerte. Enfin, vous faites partie de ces personnes, et il y a un collectif qui est en train de se faire là-dessus. Et les lanceurs d'alerte, vous dites, ils sont pas très bien traités. Ah non, ça c'est le moins qu'on puisse dire. C'est normal, hein, vous gênez. Vous voulez pas qu'on vous traite bien, disons qu'on n'est pas bien traité par les gens qu'on critique. Ça, à la rigueur, on peut le comprendre. D'ailleurs, moi, pas plus tard qu'en août dernier, j'ai reçu encore une lettre d'avocat. Je commence à les collectionner et puis je les garde comme des trophées. Qui m'a vraiment mis en colère, puisque je prends beaucoup de précautions. Ce livre-là a été relu 3 fois, y compris par un avocat qui m'a demandé de faire 75 modifications. Vous voyez, on est auto-censuré, sur-censuré. Donc on peut vraiment plus parler. Et malgré tout, on reçoit encore des courriers d'avocats, voire des procédures, parce que, soi-disant, on dénigre un produit. On peut plus dire, même si on dit la vérité, c'est pas une excuse pour ne pas dénigrer. Alors, vous parlez d'une chose dans votre livre, moi, ça m'a frappé, c'est pour ça, vraiment un livre très intéressant de ce point de vue-là. Vous parlez de quelqu'un qui était dans un restaurant, et qui a dit, j'ai bouffé là-bas, c'était pas bon, et elle s'est faite attaquer par le restaurant. Attaquée et condamnée. Attaqué et condamné pour dénigrement, justement. Ça. Alors aujourd'hui, je n'ai plus le droit. Attendez, moi je passe ma vie au restaurant. Si je trouve qu'un restaurant, mettons, qui est pas bon, je trouve qu'il est pas bon, c'est bon. J'écris, je fais un tweet en disant, et il pourrait m'attaquer. Je dis pas qu'il va gagner, mais il pourrait m'attaquer. Si vous critiquez l'entreprise, vous pouvez être attaqué pour diffamation. Donc c'est 3 mois comment on appelle ça, 3 mois de prescription. Si vous critiquez les produits de l'entreprise, vous pouvez être attaqué pour dénigrement. Et là, c'est plus 3 mois, c'est 5 ans. Et au niveau des dommages que vous avez à payer, c'est pas plafonné.
Si demain j'attaque une multinationale et que je dis voilà, leur produit, tel produit, un produit phare de la malbouffe, ce produit est toxique, n'en mangez pas, que les ventes baissent d'1 ou 2%, qui perdent 2 milliards, ils peuvent me les réclamer. Ah oui. Donc, oui, si vous dites ça, le produit est toxique. Simplement, même si c'est vrai, c'est-à-dire que l'excuse de vérité ne s'applique pas en cas de dénigrement. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, avec l'état de la législation en France, critiquer une entreprise. Et c'est bien ce qu'on dénonce dans le collectif que j'ai lancé l'été dernier, de dire voilà, on doit avoir droit à la parole et pour la salubrité publique, on doit pouvoir dénoncer les choses qui nous paraissent anormales. Oui. Et c'est vrai que c'est pas évident, ça. Non, et les lanceurs d'alerte avec qui j'ai parlé, beaucoup ont été complètement détruits par les procédures. Et en fait, certains, il y a vraiment une volonté des industriels de les assassiner socialement avec des amendes énormes. Puisqu'on peut parler par exemple d'une affaire qui a opposé Alerte aux toxiques et les vins de Bordeaux, où on a une personne qui a été condamnée à payer 125 000 €. Et ces procédures, ces attaques pour dénigrement, ce qu'on qualifie nous de procédure bâillon, se multiplient aujourd'hui. Et aujourd'hui, en fait, ce livre, je pense pas que, vu ce que vous dites et ce que j'ai lu, je ne vois pas comment on peut vous attaquer. Le vrai problème aujourd'hui, c'est de savoir vraiment si cette malbouffe va continuer. Cette malbouffe va continuer à prospérer parce qu'elle prospère, même si, comme vous dites, effectivement, les gens sont au courant, elle prospère. On va peut-être recevoir, ce serait pas mal de recevoir quelques auditeurs, pas encore. Il faudrait vraiment les avoir un tout petit peu plus tôt, franchement, même si, en tout cas, les appeler, qu'ils soient là, je ne sais pas. Sinon, c'est pas la peine d'en prendre comme ça. Alors, passons à la pub, et puis on reprend après. Suite avec Christophe Brusset, ingénieur agroalimentaire de formation, ancien dirigeant au sein de groupes internationaux de l'agroalimentaire et auteur de la malbouffe contre-attaque, comment les industriels continuent de vous faire avaler n'importe quoi. Et on attend bien entendu vos témoignages et réactions 0826 300 300. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors Alain, je pense que nous avons des auditeurs qui doivent réagir. Tout à fait. On a Cédric de Béziers d'abord en premier. Bonjour Cédric. Bonjour Cédric. Bonjour à tous, monsieur Berkov. Bonjour à votre invité. Je pourrais me présenter en tant que directeur de Tricastel depuis 1976, mais je le ferai pas. Mais c'est bien de le dire, très bien. Honnêtement, depuis 1976, en fait, ce film est sorti et je trouve qu'en fait, on se retrouve 50 ans après avec une véritable malbouffe, notamment des choses qui nous arrivent. J'ai travaillé dans le frigo et donc effectivement, j'ai pu charger, décharger et on nous trompe sur la marchandise, notamment, je vais vous donner un petit exemple. Oui. J'ai vu des œufs. Alors vous savez que maintenant, en fait, on achète des œufs quand les poules sont élevées en plein air. Et ben j'ai vu marqué, et vous allez dans les Lidl, dans les Aldi ou dans les grandes surfaces, que ce soit U ou un autre, vous allez voir écrit dessus élevé au sol. Élevé au sol. Élevé au sol. C'est sûr que normalement une poule elle est élevée en l'air, c'est très bien, on les voit en l'air. Donc je trouve qu'en fait les gens qui ne réfléchissent pas, pour eux au sol c'est en plein air. Alors que non, en fait, ils sont en batterie, ils sont 12 000 ou 15 000 dans 40 mètres carrés. Très intéressant. Et puis voilà, je l'ai vu de mes yeux. Donc je trouve ça ahurissant. Et concernant la malbouffe, on en a de plus en plus. Je trouve ça ahurissant. Bon, étant routier, effectivement, j'en profite un peu, parce que je ne peux pas tout faire cuire dans mon camion. Mais effectivement, on se retrouve dans cette situation où on est contraint et forcé de manger, comme a dit votre invité, à pas cher. Parce que justement, tout est cher. Et quand on mange à pas cher, effectivement, on mange de la merde. Moins bien, oui, exactement, exact. Non, mais je pense qu'il serait intéressant de faire comme nous, on est en train de procéder dans ma région. On va dans l'arrière-pays maintenant. On monte sur la cône et tout ça, et on essaie d'aller chercher aux producteurs. Alors, on fait des prix on va chercher en gros, donc on va chercher 15-20 kilos, mais on s'associe à la famille ou à des amis du village et on partage. En collectif, Je pense que c'est la meilleure solution maintenant, parce que les grandes surfaces nous trompent. Ce qui se mange maintenant, on nous trompe.
Et puis c'est dommage. Alors Cédric, il pose un vrai problème. Est-ce que vraiment une des solutions, parce qu'il a raison, tout le monde n'a pas les moyens de se payer du bio, il faut le dire. Enfin, vous en parlez vous-même dans votre livre. Hein, on sait très bien le chiffre médian de ce que touchent des millions de Français. Ouais. Est-ce que ce n'est pas enfin, on peut pas, ça ne réglera pas tous les problèmes, mais de se tourner vers les producteurs, d'aller quand on peut vers les producteurs. Si, effectivement, c'est une solution. On peut aller faire ce qu'on appelle les circuits courts, donc on évitera effectivement toute la marge donnée à la distribution. Une petite remarque cependant, c'est vrai qu'il y a aussi certains produits naturels et sains qui sont pas chers. Regardez par exemple, on parlait des sodas tout à l'heure, moins cher que les sodas, vous avez l'eau. Et même l'eau du robinet qui pourtant est qualitative. Donc vous pouvez très bien arrêter. Dans certains endroits. Oui, effectivement, mais bon, quoi qu'il en soit, l'eau est meilleure, de meilleure qualité et meilleure pour votre santé que n'importe quel soda. Mais est-ce que la nourriture, il n'y a pas que l'eau? Alors c'est sûr que quand vous êtes routier, que vous n'êtes pas à la maison, etc., c'est compliqué, c'est sûr. Mais vous pouvez aussi, quand vous êtes à la maison, cuisiner. C'est ce qu'on fait avec mon épouse depuis tout le temps. On n'achète pas de plats préparés, on n'achète pas de plats avec ultra transformés, et on arrive à avoir un budget contenu. Il faut quand même rappeler aujourd'hui qu'on n'a jamais payé aussi peu en termes de pourcentage de son argent, enfin de son pouvoir d'achat, de son budget. Aujourd'hui, dans l'histoire, dans les années 60, on payait 30 ou 40% de son budget était consacré à l'alimentation. Aujourd'hui, c'est 15%. Voire moins. Oui, c'est vrai, c'est bien de rappeler ça. Oui. C'était 30-40%, il y a encore quoi, 40 ans? Il y a 45 ans. Ouais, c'est ça. Voilà. Sandrine du Tarn. Bonjour Sandrine. Bonjour Sandrine. Oui, bonjour. Alors, bonjour André et bonjour aussi à votre invité aussi. Alors moi je suis une agricultrice par contre, donc éleveur laitier. Oui. Et ça a été beaucoup la question par rapport, alors moi je suis très en colère contre leur campagne publicitaire sur des produits qui, quand je m'amuse à les regarder sur les rayons, comme ils sont composés, donc je reviens toujours pareil aux produits pas chers, ou alors il n'y a pas du tout de poudre d'ozolé diluée. Après, alors là je suis très en colère par rapport à la campagne du steak végétal, alors respectivement McDonald's, je donne des cours de zootechnie au LEPA, où les gens me disaient maintenant ils font le steak végétal au goût protéiné, enfin à la viande. Ouais. Alors moi j'ai dit mais c'est pas possible, mais c'est de la folie. Bientôt on va complètement changer, ils vont dire je mange du steak, mais comment il est fait le steak? On revient complètement à des aberrations même déjà de vocabulaire. Oui. C'est pas mal. Complètement. Et après la campagne qu'ils font par rapport à l'écologie pour essayer de vendre ce produit-là, je trouve ça aussi très catastrophique. Et la campagne de Leclerc aussi qui me met hors de moi quand le petit enfant il dit oh là là, mes parents ont acheté tous les produits à Eco Plus et en plus il peut se faire plaisir. Bon, non seulement il achète du textile qui vaut pas grand chose et qui est trop cher par rapport à la qualité, et en plus tous les produits qu'il achète aussi Eco Plus. Donc excusez-moi, je fais une sacrée publicité. Alors nous en tant que producteurs, c'est vrai qu'on s'est posé la question directement de effectivement que les gens viennent chercher le produit. Alors moi souvent je me suis posé la question justement sur la transformation, mais j'étais très gênée par rapport au fait que je me suis dit bon, nous on a une réglementation au niveau hygiène, combien ça va me coûter, bien sûr, il y a le prix du coût, bien sûr. Le prix du coût, et après comment je vais vendre mon produit à quel prix. Mais moi je ne veux pas cibler les bobos, je m'en fous complètement des bobos. Moi, ce que je veux cibler, c'est justement ces gens qui sont de la pauvre classe et qui puissent manger des produits de qualité. Qui n'ont pas les moyens, exactement. C'est là où je veux dire, c'est cette marge-là qui me gêne un peu. Et alors, quand on va à Leclerc, effectivement, la glace du producteur, elle vaut un prix pas possible. Sandrine, vous avez dit beaucoup de choses intéressantes. Moi, je voudrais qu'on revienne avec Christophe Brusset, justement, sur ce steak végétalisé et cette espèce de course à l'écologie, mais qui masque quand même des sacrées arnaques. Bon, en fait, il faudrait parler des steaks végétalisés. C'est-à-dire que vous avez effectivement les steaks qui sont faits à partir de, par exemple, de protéines de champignons ou de végétaux aromatisés, par exemple avec le M, qui est une molécule type hémoglobine, pour donner un goût justement viandé, sandé. Mais vous avez aussi les viandes fabriquées à partir de cellules souches, donc quelque part qui sont quasi de la viande ou qui sont de la viande, puisque c'est une cellule souche qu'on multiplie. Il faut savoir aujourd'hui que l'agro-industrie investit des milliards dans toutes ces technologies. Pour eux, c'est un marché d'avenir, puisqu'aujourd'hui l'agroalimentaire ne croît quasiment pas, puisque la population n'augmente pas tant que ça. Et ces produits-là sont des produits qui seront demain, quand les usines seront moins chères et moins chères, et on pourra faire beaucoup plus de marge. Et c'est vrai qu'aujourd'hui,
ces entreprises ont essayé de se refaire une virginité sur on est écologique, que ces produits-là consomment moins de... Voilà. Dans une usine, sur quelques hectares, on va pouvoir produire autant que des vaches qui boudraient X hectares de pâturage. Donc il y a un vrai mouvement et un vrai engouement de l'industrie pour ces produits. On va arriver au steak vegan avec goût de viande. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Ah oui, c'est déjà le cas, oui, tout à fait. Ah oui, vous avez les Impossible Burger, les Beyond Meat, vous en avez d'autres, vous avez des dizaines, vous avez Alep Farm, vous avez... il y en a à Singapour, par exemple, j'étais pas plus tard que la semaine dernière, vous avez aussi Shiok Meat, vous en avez quelques-uns aussi où c'est déjà une réalité. Le génie de la consommation, très fort. Et nous recevons maintenant Angèle de Marseille. Bonjour Angèle. Bonjour Angèle. Oui, monsieur Berkov, bonjour. Bonjour à tout le monde. Donc, je voulais simplement parler de la malbouffe, des supermarchés et des markets et tout ça, parce qu'en fait, il suffit de se promener dans les supermarchés pour voir, pour avoir vu durant ces 10 dernières années l'explosion des rayons consacrés au sucre, au chocolat, au gâteau, aux viennoiseries, aux boissons sucrées, tout ça. Et je voulais faire une proposition aux supermarché, ce serait de créer des rayons premiers de la classe, que ce soit bio ou pas, des rayons où on vous propose des produits bons pour votre santé. Oui, c'est ça. Et ce sont eux qui vont choisir, bien sûr. Ah ben non, il faut un collectif de gens très sérieux pour s'en occuper. Parce que, je vais vous dire, les gens, ils croulent sous tellement de problèmes, sous tellement de choses, ils n'ont pas le temps de regarder les étiquettes. Moi, je regarde les étiquettes. Bien sûr. Par exemple, je peux vous dire que les produits bio-véganes sont bien souvent beaucoup plus sucrés dans les galettes, tout ça là. Christophe Brusset, juste un mot, c'est vrai ce que dit Sandrine? Énorme, ah oui, c'est vrai. C'est terrible. C'est pas parce qu'un produit sera bio qui sera pas ultra transformé et qui n'aura pas une recette trop sucrée ou trop grasse. Du sucre même bio, ça reste du sucre. De l'huile même bio, ça reste de l'huile. Et en fait, est-ce que ce n'est pas justement ce que disait Sandrine, et c'est vrai que ça vaut le coup de regarder les étiquettes, encore faut-il avoir, comme vous dites, le temps, parce que tout le monde n'a pas le temps. Est-ce qu'il n'y a pas quand même cette gigantesque alibi, alors à l'insu de son pain gré, que l'écologie, qui est une bonne chose, a lancé pour masquer, pour dire on va utiliser l'écologie pour faire passer nos produits, et allez, qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Mais effectivement, quand vous avez un label bio ou n'importe quel label, c'est censé être un signe de qualité supérieure et ça vous permet de vendre des produits plus chers, donc de faire plus de marge. Donc c'est sûr que les supermarchés en ont abusé à tel point aujourd'hui qu'il y a une vraie défiance par rapport au bio et une baisse des ventes. Ah, il y a une baisse des ventes par rapport au bio. Au niveau du bio, oui, ça a commencé il y a quelques mois déjà, mais et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le pouvoir d'achat, l'inquiétude, la hausse du coût de l'énergie, a priori, ça devrait continuer. Tout de suite, Michel de Béziers. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Oui, bonjour. Déjà, je voulais remercier Monsieur Christophe Brusset pour son premier livre que j'ai lu et relu plusieurs fois, que j'ai même offert à des amis. Et dans ce livre, il dénonce pas mal les produits chinois. Donc ma question, c'était de savoir est-ce que les Chinois l'ont attaqué. Ah oui. Est-ce que les Chinois vous ont attaqué? Non, pas du tout. En fait, si j'étais attaqué, ce serait par une entreprise. Toutes les lettres de menaces que j'ai reçues, les lettres d'avocats, etc. Ça émanait d'une entreprise. Oui. Mais les Chinois en tant que tels, non. D'ailleurs, je vais en Chine assez souvent, assez régulièrement. J'étais en Asie la semaine dernière. J'ai beaucoup d'amis chinois qui sont des gens absolument délicieux, raffinés, intelligents. Donc, ils savent faire la part des choses. Ils ont les mêmes problèmes, figurez-vous, en Chine. C'est-à-dire qu'en Chine, il y a des vrais problèmes de malbouffe, d'hygiène, etc. Et vous avez aussi des mouvements citoyens là-bas également. Oui, on ne le sait pas, on l'oublie. Oui, on ne le sait pas. Singapour, par exemple, a des gros problèmes de diabète. Ils sont en train d'aller à marche forcée vers des taxes soda, vers des interdictions de produits, interdictions de publicité. Et je pense qu'en France, on suivra le même chemin dans quelques années. Alors, vous êtes Christophe Brusset. Oui, Michel, vous aviez peut-être quelque chose à ajouter? Non, c'est tout. Je voulais le remercier de son deuxième livre que je vais sûrement bientôt acheter. Ah oui, et voilà, mais sur ses conseils, des fois, on le suit un peu. Puis après, moi, les produits chinois, j'aime bien quand même. Donc, je peux pas tout lâcher, quoi. Ah, mais pas question. Non, mais tout n'est pas forcément mauvais en Chine. Mais c'est vrai qu'en Chine, on trouve souvent des premiers prix. Et puis, les Chinois sont des commerçants très intelligents.
pas toujours très honnêtes, mais très intelligents. Donc pour faire des faux produits des ersatz, ils sont très forts. Christophe Brusset, une dernière question. Vous êtes, vous, pour la taxe soda, qu'elle soit, quand je dis soda, aussi pour une taxe appliquée plus fortement, plus sévèrement envers certains produits qui sont véritablement nocifs? Je suis pour l'efficacité, on va dire. Malheureusement, je suis pas pour augmenter. Moi, je suis plutôt anti-taxe. Je serais plutôt pour limiter les taxes, etc. Mais on s'aperçoit malheureusement que beaucoup de gens sont mal informés, ne savent pas se discipliner, et que c'est souvent les enfants et les plus fragiles qui sont victimes de ça. Et on s'aperçoit que là où c'est appliqué, et là où la taxe soda est importante, elle est sensible, c'est-à-dire que pas quelques centimes, mais qu'elle est vraiment importante, on s'aperçoit que la consommation de soda diminue. Donc oui, c'est efficace, et donc je serais plutôt partisan de la mettre en place, oui. Eh bien écoutez, voilà, c'est entendu, pour une fois, le fisc pourrait faire un très bon travail de ce point de vue-là. La taxe soda est pour nous, pour l'État. Et merci, Christophe Brusset. Merci à vous. Christophe Brusset, je rappelle que vous êtes ingénieur agroalimentaire de formation, ancien dirigeant au sein de groupes internationaux de l'agroalimentaire et auteur de ce livre, La malbouffe contre-attaque, comment les industriels continuent de vous faire avaler n'importe quoi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci à tous de nous avoir suivis. Bercoff dans tous ses états revient demain, 12h30, 14h, avec pour le face-à-face Fabrice Dalméda qui publie l'histoire mondiale des riches aux éditions Plomb. Nous reviendrons également sur une liste mise à jour de la mairie de Strasbourg interdisant la vente de champagne, bottes de Noël, donuts, tartiflettes et raclette. Et tout de suite, vous avez rendez-vous avec Brigitte Lahaye qui reçoit Philippe Arlin. Sommes-nous tous bisexuels? Comment savoir si on a des tendances homosexuelles? Faut-il vivre ses fantasmes? C'est ce que vous découvrirez. Bon après-midi sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai.